Ça fait 8 jours que je me tape toutes les vidéos sur les dernières sorties Mac, les Mac Studio, et que je ne sais toujours pas lequel il faut que j'achète. Je n'ai jamais eu autant de mal à me décider sur un achat. C'est compliqué, hein? Je vais vous expliquer dans cette vidéo quel modèle j'ai pris et pourquoi je l'ai pris. Cela va sans doute peut-être vous servir pour un prochain achat. Mais avant cela, je vais vous faire un brief rappel du rapport que j'entretiens avec l'informatique pour que vous sachiez d'où je viens et quel est mon background. J'ai commencé à m'intéresser à l'informatique en 1988, il y a 37 ans. Et en 37 ans, je n'ai eu que 8 ordinateurs de bureau différents. J'ai commencé en 1988 par un Amstrad CPC 464 que mon voisin m'avait offert. Il sera connu plus tard sur le nom du Dr Mops. Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 6128, à ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu. Écran graphique, clavier, lecteur de disquettes ou de cassettes intégrées. Et une seule prise branchée. Sur cette machine, j'ai commencé par jouer comme tout le monde. J'ai tellement joué à Tetris que le soir quand je me couchais et que je fermais les yeux, je voyais des figures tomber et j'essayais de les placer mentalement. Très rapidement, je suis tombé dans la programmation. J'ai trouvé ça absolument génial de pouvoir faire dire à son ordinateur « Hello World ». J'ai commencé par des utilitaires, essentiellement des utilitaires pour tirer des personnages de jeux de rôle, Paranoia par exemple. L'ordinateur est ton ami. Puis je suis passé à l'Amiga. Moi, mon fils, il a un Amiga. Micro Amiga, un ami dans l'informatique. J'emmerde les possesseurs d'Atari. Oui, à l'époque, c'était la guerre entre le clan Atari et le clan Amiga. Tous mes camarades autour de moi avaient des Amigas, ça rendait la vie plus facile. Pour me payer mon Amiga, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait du Minitel Rose. Je me suis fait passer pendant 2 mois pour une femme, peut-être que vous et moi, on s'est échangé des petits mots d'amour, et c'était moi. Et grâce à ce petit pécule, j'ai acheté un Amiga. J'ai même programmé des utilitaires en Amos qu'on finit sur des disquettes shareware partagées dans des revues. Flatulence Production, Flatprod. Eh ouais, Mémoirex aussi, c'est moi. Et puis en 1992, je suis passé aux choses sérieuses, j'ai acheté un PC. Et nous avons eu des enfants. Très bien. Et en dernier. Et voilà. Alors évidemment, je les ai initiés très tôt et j'ai programmé, à l'instar d'Adibou, quelques petits utilitaires jeux pour qu'ils s'amusent dessus. L'informatique évolue très vite, je change de PC, fin des années 90, je découvre Internet et je décide alors de programmer un site Internet. Trick Track. Je commence à développer mon activité professionnelle, j'achète un PC portable hors de prix pour pouvoir aller faire mes démarchages. Mon entreprise se développant, je prends des locaux, j'embauche du personnel et je passe chez Apple. J'équipe tout le monde en Mac. Eh oui, me voilà du côté ultra obscur. Nous sommes en 2025, cela fait donc 20 ans maintenant que je travaille sur des Mac. En ce qui concerne les machines Apple, j'ai eu 2 iMac 27 pouces. En 2018, j'achète un iMac Pro, une bête de course hors de prix. Et depuis ce jour-là, je n'avais plus changé d'ordinateur. Et si cette machine était une fusée il y a 7 ans, elle s'est transformée au fur et à mesure des années en... Alors qu'est-ce qui provoque l'obsolescence d'un ordinateur? Eh bien comme pour beaucoup de choses, c'est multifactoriel. Il y a l'usure mécanique. Toutes ces pièces, au bout d'un moment, elles souffrent. Elles souffrent à cause de la chaleur. Un ordinateur, ça chauffe. À cause de la poussière. À cause d'un usage intensif. La qualité des matériaux utilisés aussi va entrer en considération. Un matériel cheap, pas cher, va s'user plus vite qu'un matériel haut de gamme, cher. Les microchocs électriques au moment de l'allumage, au moment où on l'éteint. Les coupures de courant. Et avec le courant, il y a les changements de variation. L'électricité, c'est pas constant. Toutes ces petites variations, ça abîme. Et puis, il y a la partie logicielle. Si, quand vous achetez votre ordinateur, il est aux petits oignons pour tous les logiciels du moment, vous pouvez être sûr que quelques années plus tard, les ressources qui vont être demandées seront beaucoup plus importantes. Eh oui, les développeurs sont comme ça. Plus vous leur donnez de puissance, plus vous faites avancer la technologie, plus ils vont l'utiliser. Et ça encore, c'est la partie interne. Mais si, comme moi, vous utilisez des appareils externes,
Exemple, j'ai toujours fait du montage vidéo. Quand j'ai acheté mon iMac Pro il y a 7 ans, je faisais du montage avec des appareils qui étaient conçus pour générer de la HD. Mais au fur et à mesure, on est passé de la HD à la 4K, puis à la 6K, à la 8K, bientôt à la 12K. Donc bien évidemment, une machine qui était conçue au moment où le 1080p était la norme, vous imaginez bien qu'elle en chie face à un fichier en 8K. Quand vous accumulez tous ces micro-changements, votre machine, au bout d'un moment, elle en peut plus. Comment ça se traduisait sur mon iMac Pro? Eh bien simplement avec le fonctionnement des ventilateurs. Si au début, ma machine ne fournissait aucun bruit, les ventilos se mettaient en route très rarement. Force est de constater qu'au bout d'un moment, ils se mettaient en route de plus en plus fréquemment jusqu'à rester allumés en permanence. Ce qui génère un bruit insupportable pour les oreilles et qui, pire encore, ralentit considérablement votre machine. Car que fait un processeur quand il chauffe? Il cherche à se refroidir. Et pour se refroidir, la première chose qu'il fait, c'est ralentir. Il réduit sa puissance de travail. Et nous, on ne veut pas ça. Alors moi j'ai une astuce pour qu'une machine puisse durer longtemps, j'y mets le prix. Alors quand on a une entreprise, mettre le prix, on calcule la rentabilité, on récupère la TVA, qu'on peut se faire plaisir. Et ça m'est souvent arrivé. En gros, je ne prends jamais la machine de base, j'essaie d'augmenter au maximum toutes ses caractéristiques. Je prends la RAM max. Si je peux augmenter la puissance des processeurs parce qu'il y a plusieurs offres, je prends la max. En ce qui concerne les Mac, on peut rarement modifier son achat après. En gros, quand on décide de mettre un certain nombre de disques de stockage à l'intérieur, on ne peut plus le changer après. Donc, je prends en général le max de stockage. C'est donc comme ça que j'ai quasiment toujours procédé avec l'achat de mes ordinateurs. Je n'ai quasiment jamais pris une machine de base. J'ai toujours tout augmenté en calculant la rentabilité et mes besoins, en me disant, bon, je le changerai dans 5, 6, 7, 8 ans. Je sais que la machine va être ultra puissante, voire trop puissante pendant un certain temps. Je vais voir ma machine ralentir, ça va être gérable. Puis je vais commencer à pester parce que je perds beaucoup de temps, parce que ça rame, parce que j'ai plus de place. Et à un moment donné, la question qui vient, c'est pourquoi j'en ai chié pour choisir ma machine? Alors déjà, quand j'achète quelque chose, évidemment, je fais beaucoup de recherches avant de me décider. Et cette fois, la recherche a été très longue, parce qu'Apple a fait un truc un peu spécial. En sortant ce Mac Studio, ils ont fait 2 propositions. La première, avec une puce M4 Max, la puce toute dernière génération, et une autre avec une puce M3 Ultra. La M3 est une puce d'ancienne génération, la M4 vient après la M3. Mais cette M3 Ultra, ce sont 2 M3 Max mises ensemble, plus puissantes que la M4 Max, mais d'une ancienne génération. Déjà là, mentalement, c'est compliqué. Quand on achète quelque chose, quand on y met une grosse somme, on veut le truc le plus récent. On veut pas la puce qu'à 18 mois. Mais lorsque ça concerne l'informatique, on veut aussi la puce la plus puissante. Et là aussi, il y avait un paradoxe. En ce qui concerne les tâches monocœur, le M4 Max est plus rapide que le M3 Ultra. Mais dès qu'il est question de tâches multicœur, le M3 Ultra est beaucoup plus rapide que le M4 Max. Toute la question était de savoir où je voulais gagner de la vitesse. Autre point de réflexion, le prix. La proposition de base du M4 Max était moins chère que la proposition de base du M3 Ultra. Mais quand on prenait le M4 Max et qu'on commençait à augmenter ses capacités, en rajoutant des cœurs, en rajoutant de la mémoire RAM, en rajoutant du stockage, on s'approchait de l'entrée de gamme du M3 Ultra. En fabriquant les paniers, on pouvait se retrouver avec 2 machines au même prix, offrant des vitesses différentes en fonction des applications. Mal de crâne! Je suis même allé dans un Apple Store à Paris pour poser la question à un vendeur. Des questions tellement pointues que le premier vendeur auquel je me suis adressé n'a pas su répondre. Il a appelé un copain qui était beaucoup plus pointu que lui. Mes questions concernaient le montage vidéo. Car oui, j'ai besoin de cette machine pour faire du montage vidéo, pour accélérer mon flux. Ma vieille machine de 2018 à base de processeur Intel n'en pouvait plus. Je n'arrivais plus à travailler dessus. Je perdais énormément de temps à fabriquer des proxys. Donc mon objectif principal et premier, c'est de faire du montage vidéo. Et c'est là que se fait la différence. J'ai choisi le M3 Ultra parce qu'il possède le double d'encodeur-décodeur vidéo et que la plupart des logiciels que j'utilise font appel au multicœur. Quand je me suis concentré sur les rapports de vitesse entre ces 2 machines, je me suis rendu compte que la vitesse que l'on gagnait sur les tâches monocœur se jouait à quelques microsecondes, alors que le temps gagné sur les tâches multicœur, avec Premiere, etc., là, ça se traduisait en minutes. Ces minutes, pour le montage vidéo, en ce qui me concerne, sont importantes parce que je travaille généralement sur des vidéos un peu costauds. Et puis j'ai des idées, des projets, des envies, où je vais avoir besoin d'une machine qui peut traiter des vidéos très longues. Donc c'est un gain dans mon flux de travail. Et pour ce gain, j'étais prêt à mettre
un peu plus d'argent. Mon analyse s'est aussi penchée sur la différence qu'il y avait entre les deux boîtiers que proposait le Mac Studio. La carcasse qui englobe le M3 Ultra dissipe mieux la chaleur. Et ça aussi, c'est à prendre en considération pour qu'une machine dure longtemps. C'est aussi pour cette raison que j'ai été du côté du Mac Studio M3 Ultra. Parce que tout à l'intérieur permet de mieux ventiler la chaleur. La dissipation thermique est plus performante. Je l'ai aussi pris parce que la vitesse de la RAM est plus rapide. Parce qu'il est équipé de prises Thunderbolt 5 tout autour. Et aussi parce que j'ai pu le monter à 256 Go de RAM. Oui, c'est énorme. Je n'en ai absolument pas besoin pour l'instant. Bien qu'actuellement, je tourne autour des 130-140 de RAM utilisés quand je fais du montage. Mais je sais qu'avec cette quantité de RAM, je vais pouvoir tenir sacrément. Bon, j'ai dépensé une petite fortune dans l'achat de cet ordinateur. Un peu au-dessus de la norme de ce qui se fait quand on est un particulier, je l'avoue. Mais j'ai fait quelques concessions, je vais vous montrer ça. Au niveau de la personnalisation de la puce, il y a deux options. La première option, c'est avec un CPU de 28 cœurs, un GPU de 60 cœurs et un Neural Engine de 32 cœurs. Pour 1 875 € supplémentaires, on peut passer au CPU de 32 cœurs, au GPU de 80 cœurs et au Neural Engine de 32 cœurs. J'ai fait l'impasse sur cette option. En effet, après avoir comparé tous les Geekbench et toutes les informations très techniques qu'on peut trouver en ligne faites par des spécialistes, j'en ai conclu que, en ce qui concernait mes besoins, la différence qu'il y avait sur ce petit grattage de CPU, de GPU et de Neural Engine, cela n'en valait pas la peine. En ce qui concerne la mémoire, je suis passé à 256 Go de mémoire unifiée. Là, 96 Go, ça me paraissait pas suffisant. 256, c'est beaucoup trop, mais ça me laisse le temps de voir venir. Quant au stockage, on pouvait monter jusqu'à 16 Tera. Mais là, chez Apple, les prix s'envolent. J'ai hésité longuement, d'autant plus qu'il paraît que sur ces nouveaux modèles, Mac Mini ou le Mac Studio, on peut aller bidouiller soi-même pour rajouter du stockage. Mais je ne suis pas bricoleur, je ne veux pas péter ma garantie, je fais confiance à Apple pour avoir choisi de l'excellent matériel, donc j'ai fait un compromis. J'ai mis 8 Tera. Alors 8 Tera, c'est beaucoup, mais c'est vite rempli, surtout quand on fait de la vidéo. Alors évidemment, ça fait une très grosse somme. Si vous rajoutez la souris, le clavier, un ou deux câbles et un écran, on pourrait dire que c'est un Mac Studio S-Works. Alors est-ce que j'ai bien fait de changer de machine? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de regarder le temps que j'ai gagné. Ça c'est un montage d'il y a quelques semaines que j'ai fait avant d'acheter mon Mac Studio. Donc j'étais obligé de faire des proxys, c'est-à-dire réduire la qualité de l'image pour pouvoir la travailler puisque ma machine n'était plus capable de travailler en direct sur des images 4K. C'est un montage qui fait à peu près 20 minutes. Et voyons voir la compilation au format YouTube. Et on exporte. Et là il me dit qu'il est parti sur du rendu. Il me dit 24 minutes, 31 minutes, 34, il ralentit, hein. On va lui laisser le temps de calculer toutes les étapes. 38, voilà, il dit à peu près 39 minutes et quelques secondes. Premier constat, c'est qu'il est parti depuis 1 minute déjà à compiler et il ne fait qu'augmenter de seconde en seconde l'estimation du temps. Ça fait plus d'1 minute que ça stagne là déjà, hein. 5% a été compilé et il est toujours sur 39 minutes et 12 secondes d'estimation. Donc sur mon vieil iMac Pro, avec le ventilateur à fond, j'en suis à 45 minutes de compilation. Bon, je le range et je vais sur le MacBook Air. Donc ça, c'est le même fichier, même montage. On y va, en 4K, on est bon et c'est parti pour l'exportation. Ça, c'est un MacBook Air M2. Il a 3 ans. On en est à 47 minutes, 48 minutes, 49 minutes. Bon, c'est normal, hein, c'est un portable, c'est le plus léger des portables de chez Apple. Pas de système de ventilation à l'intérieur. C'est une petite machine ultra légère. On est à 50 minutes, à peu près 3 minutes qu'on est sur 49 minutes. Ce fichier sera compressé en 55 minutes. Voyons voir maintenant sur le Mac Studio ce que ça donne. C'est la même vidéo, hein. Voilà, elle est là. Ils veulent pas en entendre parler, donc ils virent les gens, quoi, tout simplement. Ok, elle fait toujours 20 minutes, et là c'est parti pour... Hop, immédiatement il a calculé. 6 minutes 32, on est à 3% en quelques secondes. Et il est déjà en train de descendre tranquillement. Voilà, on est à 6% en quelques secondes, et il reste 6 minutes 13, ça y est, le décompte à rebours est fait. Et il a tout calculé, là on le voit descendre immédiatement.
Je suis donc passé de 45 minutes l'iMac Pro à 6 minutes. J'ai gagné 40 minutes. Alors d'aucuns pourront me dire que on n'est pas pressé, on met ça la nuit. Non, 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 non. Quand on fait du montage comme je fais, on passe son temps à compiler, à regarder, à se rendre compte qu'on a fait une boulette, à recommencer, retoucher, changer les erreurs. Bref, gagner du temps là, c'est vraiment très important. Et encore plus important, hein, c'est pas tant ça. Ça, ce n'est que le résultat en bout de ligne. Pendant tout le reste du montage, je gagne du temps. Plus besoin de proxy. L'ordinateur ne rame plus, j'ai plus de temps d'attente. Quand je fais ma colorimétrie, je n'ai pas de temps d'attente. Dès que je mets des effets, je les ai en direct. Je n'ai pas de temps d'attente. Alors bien sûr, si votre machine est extrêmement récente, vous n'avez aucune raison de changer. On ne change pas tous les ans ou tous les 2 ans quand une nouvelle machine arrive. Quand un nouvel appareil arrive, on ne change pas son téléphone tous les ans, on ne change pas ses caméras tous les ans, on ne change pas son matériel tous les ans. On change tous les 2, 3, 4 générations. Sauf s'il y a une innovation majeure. Je fais comme ça avec mes ordinateurs depuis toujours, et je fais comme ça avec mon matériel de vélo. Je ne suis pas passé au Tarmac SL8 par exemple. Il ne m'apportait rien de bien nouveau par rapport au SL7. Et peut-être que je craquerai avec le SL9. Parce que mon Tarmac SL7 a maintenant 5 ans, et il arrive en fin de vie. Alors bien évidemment, je suis dans une situation un peu particulière. J'aime la technologie, j'ai un peu d'argent et surtout, je compte bien rentabiliser d'une manière ou d'une autre cet achat. J'ai quelques idées en tête, j'ai quelques envies et il n'est pas impossible que je me retrouve à refaire des vidéos pour gagner de l'argent. Parce que en vérité, si vous aimez juste faire du montage vidéo de temps en temps, vous n'avez pas besoin d'une machine aussi puissante. Un bon Mac mini, un peu surgonflé, ça fera bien l'affaire. Voilà, vous avez une petite idée de ma façon de procéder quand j'achète quelque chose. Clairement, je prends mon temps, j'analyse des dizaines de paramètres, je m'informe partout où je peux, en faisant attention à qui me parle. C'est pour ça que j'ai un peu expliqué d'où je viens pour parler. J'ai évoqué 2-3 trucs dans cette vidéo qui me donnent envie de revenir pour approfondir. Je vous parlerai bien de ma période Minitel par exemple. Ou comment j'ai appris à mes enfants à jouer avec un ordinateur alors qu'ils étaient très jeunes. Peut-être que je parlerai bien de l'aventure Trick Track aussi. Bref, tout ce matériel me rebooste un peu. À nous, les dizaines de vidéos. Je vais monter celle-là déjà.